Bon, tout d'abord, merci pour cet exposé, c'était très intéressant, notamment pour un futur chercheur. Ça remet les choses dans son contexte et c'est très agréable. Donc, moi, en fait, personnellement, je travaille sur les modèles agronomiques. Donc, il y a un ensemble de formalismes qui essaient de reproduire un peu la croissance d'une plante, pour faire simple. Et on essaye d'impliquer les agriculteurs pour créer des outils d'aide à la décision. Et souvent, on a eu une démarche qui était un peu descendante, avec donc, comme vous l'avez montré, la recherche vers l'agriculteur. Et moi, ce que j'aimerais bien mettre en place pour ces outils d'aide à la décision, c'est la mise en place d'un savoir commun dès le départ. Donc mes questions, assez simplement, c'est comment mettre en place des démarches de sciences participatives, quels sont des outils, on va dire, techniques, qui permettent d'avoir une participation des agriculteurs et autres, dans la mise en place d'un formalisme plutôt complexe. Ma deuxième question, c'est est-ce que les outils notamment web ou de mise en relation Internet, etc., ne sont pas des outils qui permettraient justement de faciliter la participation? Et troisième question, ou plutôt ouverte, justement les modélisations et les formalismes ne sont peut-être pas des supports pour le partage de connaissances, simplification et voilà, de connaissances. Voilà. 3 questions. Merci. On peut peut-être d'autres questions. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Déjà, un préalable, c'est votre finalité en tant que jeune chercheur, c'est de renverser la hiérarchie épistémique classique. Et donc vous agissez avec les valeurs qui sont celles peut-être du partage de connaissances, ce que vous appelez savoir commun. Ah, super. Donc là c'est un changement générationnel. Peut-être, alors ça ne veut pas dire que cette génération de jeunes chercheurs est dans cette dynamique-là et que l'ancienne ne l'était pas, mais on voit effectivement qu'il y a un problème et qu'on essaye de le répondre par ce genre de raisonnement. Alors, moi, j'ai pas de recette. D'ailleurs, je m'interdis à donner des recettes, puisque mon travail principalement cherche à renforcer épistémologiquement simplement l'idée que c'est légitime de penser différemment la science, tout simplement. Au sein d'instituts comme l'INRA, par exemple, où j'ai la chance de pouvoir participer à des instances où il peut y avoir un discours qui influence. Donc, le travail est principalement de renforcer théoriquement, épistémologiquement cette idée de la science impliquée. Après, simplement ce que je dirais, c'est que pour qu'un savoir commun soit possible entre acteurs scientifiques, entre scientifiques eux-mêmes, entre acteurs-chercheurs, chercheurs-acteurs, il y a un préalable, c'est de s'interdire de définir l'objet selon l'une des perspectives. Si votre sujet c'est la croissance des plantes, je ne sais pas de quelle plante vous parlez, ou si... Bon, déjà, partir du principe que cette façon d'aborder le problème ne peut pas recouvrir toute la problématique agroécologique, puisque je pense que vous vous insérez dans cette problématique-là. Ça c'est important, ça c'est très important, c'est un préalable, c'est-à-dire qu'une perspective particulière disciplinaire ne peut pas prétendre à encadrer la façon de poser la problématique générale. Et c'est souvent ça, c'est souvent là que ça coince. C'est souvent le biais disciplinaire ou le biais théorique d'ailleurs, qui fait que, en fait, c'est pas possible de collaborer, on a l'impression d'être instrumentalisé, on se comprend pas, tout simplement parce qu'il y en a un des acteurs en présence qui a dit que c'était comme ça qu'il fallait voir le problème, et vous allez essayer de collaborer avec cette vision des choses. C'est pour ça que moi je considère qu'il faut, dans un projet de science impliquée, j'utilise pas le terme de science participative, très volontairement, c'est que pour moi, j'utilise le science impliquée, c'est-à-dire que ça va concerner toutes les sciences. Ça nécessite de se défaire des disciplines, de se décentrer des disciplines. Un collègue qui appelle ça la dérive des disciplines, un peu comme la dérive des continents. C'est-à-dire que les disciplines qui étaient au centre dans l'épistémologie standard deviennent en périphérie, arrivent en périphérie, tout comme les théories, parce que les théories, comme je disais, la plupart elles sont issues d'une théorie et cherchent à englober, issues d'une discipline et cherchent à englober. Ce qu'il faut mettre au centre, c'est l'objet, c'est une super démarche, l'objet,
et en s'interdisant de définir quel est cet objet. Cet objet égale X. C'est ça la méthodologie de base des sciences impliquées. Égale X. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est d'enrichir ontologiquement cet X-là par la convocation de disciplines. Et là, ce qui va changer, c'est qu'on ne va pas convoquer toute la suffisance d'une discipline, mais des fragments disciplinaires. C'est-à-dire qu'on va se défaire du fait qu'il y a cette dérive des disciplines. On va se défaire aussi du poids de la discipline, parce que, comme je disais, la discipline a un poids historique, a un poids institutionnel, a un poids de reconnaissance sociale et politique qui bloque la coopération. Et donc, ce qui va être important, c'est de ne pas convoquer l'écologie, de ne pas convoquer la génétique, de ne pas convoquer l'agronomie, mais de convoquer une écologie du paysage, de convoquer une agronomie comparée, de convoquer des fragments disciplinaires, des sous-disciplines qu'on va trouver pertinents pour enrichir ontologiquement l'objet dont on ne connaît pas a priori ce qu'il est. Et progressivement, comme ça, on avance. Et dans ce travail-là, il est très utile de s'accompagner d'historiens, de sociologues, d'anthropologues, qui vont permettre de créer des nouvelles dimensions à cet objet qui ne serait pas, a priori... voilà. Bon, c'est pas une recette, mais en tout cas, c'est, me semble-t-il, un préalable. Après, sur la question de la formalisation, peut-elle être utile? Évidemment, comme support, la quantification, les chiffres, ici, je vous renvoie à un travail que j'ai fait sur le lien entre le standard et le non-standard. Ça concerne la science, ça concerne la santé, ça concerne l'agriculture, mais il y a une ambiguïté sur ce qu'on appelle, sur le lien entre le standard et le non-standard. Moi, ce que je crois, c'est que le standard doit beaucoup au non-standard, et que le non-standard doit aussi beaucoup au standard. Et que ce contre quoi il faut lutter, ce n'est pas contre les standards, mais contre la standardisation, c'est-à-dire le processus hégémonique des standards qui vise à effacer tous les non-standards. Alors, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais si vous voulez, le standard, c'est quoi? Le standard, c'est la procédure, c'est la norme, c'est la formalisation. C'est super, c'est très utile. Le non-standard, c'est toute la diversité des expériences de vie, c'est toute la diversité du vivant, c'est tout ce qui va permettre au standard d'exister, tout simplement. Puisqu'il n'y a pas de semences aujourd'hui industrielles sans semences paysannes. C'est pour ça qu'ils les mettent tous dans des banques, puis les congèlent. Il n'y a pas aujourd'hui d'évidence-based médecine sans tous les savoirs expérimentaux des médecins, des soignants et des patients. Okay? Donc si en fait tous ces standards deviennent hégémoniques, ils s'autodétruisent tout simplement, puisqu'ils n'ont plus la base qui va leur permettre en fait de vivre. Donc vous voyez, la relation, je le prends par ce biais-là parce que c'est un biais qui m'est familier, mais la relation du formel au non formel est du même ordre que la relation du standard au non standard. Il faut du non formel pour que le formel puisse exister, tout comme il faut du formel pour que le non formel puisse avoir une forme et exister. Les chiffres sont importants, par exemple, ils ont été importants pour voir, notamment les statistiques, que certains déterminants sociaux de santé, qu'on ne voyait pas, si on ne fait pas des statistiques de l'épidémiologie. Voilà, donc, vous voyez, c'est très utile aussi, le standard, la formalisation. Donc voilà, c'est une réponse trop rapide, mais semble-t-il qu'il y a d'autres questions. Moi, j'avais un questionnement par rapport à la critique de la science, parce que pour moi, la science n'est pas figée. Donc la critique que vous faites partirait d'un postulat qui serait que la science est arrêtée, quoi. Et moi, je crois que c'est en plein développement et que ce que vous proposez est tout à fait dans le sens, je crois, d'une évolution de la science. Parce qu'il est un peu, pour moi, dommage finalement de faire le procès un peu de la méthode scientifique. Parce que par exemple, quand vous dites, parce que moi c'est des domaines que je connais, on ne sait pas guérir la maladie de Parkinson, on ne sait pas guérir le sida. Que de progrès il y a eu, les sidéens il y a été condamnés, ont fabriqué des centres de soins palliatifs, etc. Donc le Parkinson on ne le guérit pas, mais les traitements permettent de vivre correctement pendant des années. Donc je crois que c'est un peu, et c'était un peu l'objet de ma première question, qu'en faisant le procès de la science comme quelque chose de figé, pour le grand public, je crois que du coup on le déboussole.
Et je crois que toutes les critiques que vous avez faites sont exactes, mais malgré ces imperfections, il ne faut pas se désenchanter de cette base, il faut la renouveler. Je crois que votre jeunesse doit permettre de réenchanter les gens avec une science nouvelle, plutôt que de tomber dans les mains finalement de ce moi je trouve dommage, quoi. Les gens du coup s'en remettent à d'autres éléments qui sont peut-être encore plus, peut-être pires, quoi, parce qu'ils n'ont encore peut-être même pas ces fondements dont vous parlez, hein. Donc alors, moi je pense qu'il faut être critique, et il faut être très critique, mais je pense que le scientifique est critique. Pasteur disait à ses élèves, il faut être critique, quoi. Donc je pense que c'est pas incompatible du tout, mais je crois qu'il faut quand même être fier quelque part de notre science, quoi. Voilà. Non, mais moi, je ne fais pas le catalogue des plus et des moins pour la science, parce que ça, c'est pas ma façon de voir les choses. Je ne distribue pas les bons points et les mauvais points en disant ça c'est bien, le sida c'est bien. Ça c'est super. Nucléaire, par contre, ça c'est pas bien. Non, mais pour dire que oui, évidemment qu'on a besoin de la science, évidemment que la science, elle a apporté un certain nombre de progrès et un certain nombre de dégâts, et que souvent la science essaye de réparer les dégâts qu'elle a elle-même créés, certes, mais moi je suis un amoureux de la science, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je suis émerveillé quand je vais dans un laboratoire, dès que je peux visiter un centre, je le fais. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que bien entendu, ce qu'il faut faire, c'est renouveler le concept de science et non pas abandonner le projet de la science, qui est un projet évolutif, comme vous l'avez dit, constante évolution, et précisément, je suis là pour accompagner une mutation de la science, telle qu'elle peut se faire demain. Mais il ne faut pas non plus se verser d'illusions. Je crois que la science, elle est prise entre deux excès. En tout cas, nos discours sur la science sont pris au piège par deux excès. La promesse, j'en ai parlé, la résignation de l'autre. Il faut bien comprendre ce qu'est la promesse et ce qu'est la résignation. La promesse, c'est le mode normal, comme disait Thomas Kuhn, de la science aujourd'hui. Vous ne faites pas de science aujourd'hui si vous ne promettez pas. Vous ne promettez pas que vous allez résoudre la faim dans le monde si vous faites des OGM, éradiquer les maladies neurodégénératives si vous modélisez le système nerveux central, etc., etc. Ou la résignation c'est du coup, effectivement, la science, pour abandonner toute espérance envers la science, plus rien à en tirer. L'un et l'autre, en fait, sont pris dans un problème de penser ensemble deux principes qui doivent devenir des principes structurants. Je ne vais pas arriver jusque-là de ma présentation, mais l'occasion m'en est donnée. Deux principes qui doivent devenir structurants pour une épistémologie des sciences appliquées, c'est l'espérance et la responsabilité. L'espérance et la responsabilité, on les a toujours pensés soit l'un, soit l'autre. La promesse, c'est quoi? C'est une espérance sans responsabilité. La résignation, c'est quoi? C'est une responsabilité sans espérance. L'espérance, c'est évidemment beaucoup plus complexe qu'une promesse. L'espérance qu'on peut avoir envers la science, elle est très forte. C'est la création d'une utopie, c'est la création d'un changement radical en tout point par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup à la science pour la mutation agroécologique de notre modèle agricole. Mais la science telle que je la définis. Donc j'ai beaucoup d'espoir, je porte une espérance envers la science. Mais cette espérance-là, elle ne peut pas être une promesse, elle doit s'accompagner d'une responsabilité. Et la responsabilité, c'est précisément assumer le fait que la science, elle a des limites, d'une part, elle n'est pas neutre, d'autre part, elle a des valeurs, elle agit selon des finalités, et qu'il faut évaluer très finement les conséquences de ce qu'on fait, parce que il y a des conséquences qui peuvent être très négatives. Donc, pour moi, sortir de la promesse, c'est revenir vers une espérance responsable. Et donc, pour ne pas tomber dans la résignation, qui est finalement une responsabilité sans espérance. Arrêtons tout, soyons responsables. Le dégât en Genas, c'est ça. En Genas, le principe de responsabilité 1979, c'est dire stop, on arrête tout. En fait, on court, on va à la catastrophe, la civilisation technologique est telle que l'on est en train de s'autodétruire et il faut absolument stopper tout ça. Et
et en finir avec les vieilles utopies sociales ou politiques ou scientifiques et en être véritablement responsable de ce que l'on fait. Ça, c'est la résignation, c'est la responsabilité sans espérance. Et donc, peut-être que je vous apprends, mais que le principe responsabilité de Jonas a été écrit 20 ans après le principe espérance de Ernst Bloch. C'est une réponse. Ernst Bloch et Ernst Jonas sont les deux plus grands philosophes contemporains. Donc c'est pas rien, ça a structuré toute notre pensée. Et c'était soit l'un soit l'autre. À partir du moment où il y a eu la responsabilité, toute la critique de la science, toute la critique de la technique s'est faite sur un mode non utopique. Où il n'était plus, on n'a plus le droit d'espérer. Tout comme la technoscientifisation de la science, pris dans l'idéologie de la croissance et du progrès, a complètement pris Ernst Bloch au mot par une espérance sans responsabilité. Voilà. Donc je crois que ce que vous dites, c'est très juste. Mais moi, je le réinscris dans une dialectique. Il faut que la science aujourd'hui et ses institutions, et nous-mêmes, acteurs de la société, jouons de cette dialectique très fine entre espérance et responsabilité. Il faut que nous continuions d'espérer, parce que sinon, effectivement, voilà, la science, à quoi elle sert, mais tout en étant responsable. Et c'est ça que moi j'appelle la science impliquée. Une science à la fois qui nous fait espérer et à la fois qui est responsable radicalement. En termes plus simples et peut-être féminins, je suis admirative de la science, et peut-être pour répondre à monsieur, je suis admirative de la science en termes plus simples. Quand je prends un avion, je me dis c'est quand même les hommes qui ont fait ça, et je suis toujours admirative. Et pour répondre à tout le thème d'aujourd'hui, c'est vrai, je commence à avoir une non-confiance dans la science, et je n'ai pas ressenti que vous mettiez un doute dans cette science, mais que vous vouliez l'ouvrir. Et c'est vrai que le terme de paradigme, on est figé dans la science c'est bien, la science c'est pas bien. Mais c'est l'ouvrir à plein d'autres choses, et je pensais en vous écoutant, l'ouverture, l'écoute à d'autres signes, à d'autres manières de penser. Je pensais par exemple à des gens qui sont complètement différents. Je reprends monsieur qui dit mais les autres médecines, attention, c'est dangereux. Mais il y a des gens qui ont d'autres manières de procéder, d'écouter, de prendre les choses, et qui guérissent aussi. Et que notre science médicale peut détruire aussi énormément. Et que et quand vous parliez de cette science participative, c'est-à-dire, moi j'ai ressenti très fort ce que vous disiez, parce que je souffre de ces expertises. Chacun est expert dans sa matière. Il suffit de voir, pour bien connaître des ingénieurs ou des chercheurs qui sont dans leur monde, vous leur dites, mais est-ce qu'un jour on pourra dépasser la vitesse de la lumière? Non, c'est impossible. Ça me heurte. On regardait les étoiles avant, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres civilisations? Il y a 30 ans, on en parlait. C'est impossible. C'est pas possible quand on regarde des étoiles, c'est féminin. C'est impossible quand on regarde la Voie lactée de se dire, alors je suis peut-être féminine, intuitive, mais c'est impossible qu'il n'existe pas autre chose. Les scientifiques ont répondu avant, maintenant, mais non, c'est pas possible. Parce qu'on est dans comme vous disiez, notre univers, mais si on change la manière de voir, il faut s'ouvrir à d'autres choses. Bon, je le dis en des termes un peu féminins et pas scientifiques. Mais c'est ce que j'essaie de moi. Et ben non, ça s'oppose pas. Et ben justement, est-ce qu'il ne faut pas s'ouvrir à une société un petit peu plus féminine avec ses intuitions? Parce que les intuitions font partie aussi de l'évolution de la science. Les intuitions, c'est quoi? C'est des ressentis et qui peuvent faire évoluer la science. Einstein, il a trouvé dans un rêve, une grande théorie, et les rêves, l'intuition, ce qui se passe autour de nous qu'on ne sait plus. Moi, depuis 10 ans, je suis en colère contre les experts. Voilà, il n'y a plus de... Les experts sont formés. Ils sont formatés à leur expertise, et il n'y a plus de reliance. Il y a plus que vous voulez faire dans la science, l'ouvrir, la responsabiliser, et puis doubler du problème de société de l'argent.
Voilà, effectivement. Bon, j'ai terminé. Jacques, il y a une autre question. Oui, on va peut-être prendre 2 questions et on garde celle-là en tête. Encore une question féminine, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué. Plus près de micro. Oui, pratico-pratique. Moi, je suis soignante, hein, donc je suis quelqu'un de terrain. Et je pense qu'effectivement, il y a une perte de confiance totale des patients vis-à-vis de la science, après les scandales du Mediator, du sang contaminé, etc. Et nous, on est face à ça tous les jours. Et donc, je pense qu'on a besoin de remonter la pente. Donc, moi, je prends les choses extrêmement calmement avec mes patients. Et je pense qu'actuellement, on ne peut absolument plus prescrire un traitement, donner une option thérapeutique, etc., sans l'expliquer mot à mot, ligne à ligne. Je vous donne tel traitement pour ceci, tel traitement pour cela. Les décisions thérapeutiques lourdes sont prises en RCP, en réunion pluridisciplinaire pour tout ce qui est oncologie. Et il y a un travail qui est fait qui est important. Et dans ma spécialité, on a des maladies où effectivement, moi je suis gastroentérologue, une maladie de Crohn, une maladie inflammatoire du côlon, où donc effectivement les traitements parallèles sont très avancés par les patients. Moi je ne m'y oppose jamais, je dis qu'il faut qu'on s'associe, que ça peut toujours être bien parce que le côté psychosomatique est toujours important en médecine, mais que ça n'exclut pas les traitements qu'on va proposer. À partir du moment où il y a une coopération et où il n'y a pas un refus, je trouve que ça fonctionne plutôt bien et que tout ça, ça va plutôt dans le bon sens, mais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, on va prendre la troisième et puis on va essayer. On les garde en tête. Hein. Il y avait une sur l'ouverture et les expertises. Là, c'est du coup, si c'est une question quand même, parce que je me permets de te tutoyer parce que je ne veux pas se cacher, on se connaît bien. Sur les questions, enfin on se connaît bien, on se connaît. Sur la question agricole, bon, je sais qu'elle te concerne beaucoup, tu es concerné beaucoup. Il y a un mystère pour moi, et pas que pour moi, depuis plusieurs années, c'est que la politique agricole en cours actuellement, elle n'est pas évaluée. Elle n'a jamais été évaluée. On voit bien que l'insatisfaction monte, même voire le ressentiment dans la société vis-à-vis de la question alimentaire, pour tout un tas de raisons, sa qualité, sa relation de la santé, puis aussi son incapacité à nourrir tout le monde. Mais à aucun moment on ne s'est donné les moyens d'évaluer réellement la politique publique agricole. Je parle de la politique publique agricole, alors qu'elle coûte la peau du cul. Elle coûte extrêmement cher, bien plus cher que tout le budget du ministère de l'Agriculture. Et je ne sais pas, parce que l'INRA est quand même, c'est minimum 4000 chercheurs, peut-être que tu me diras que c'est plus que ça, j'en sais rien, mais c'est minimum 4000 chercheurs. Évidemment, c'est multiple l'INRA, on sait que là-dedans, il y a toutes sortes d'opinions et toutes sortes de domaines de recherche. Mais on a certainement les moyens d'une véritable évaluation qui, je le rappelle aussi, est constitutionnelle. Il ne peut pas y avoir de politique publique en France non évaluée. Et on a créé, alors il y a 5 ans, on a créé un groupe de recherche paysans, chercheurs, avec notamment des gens de l'INRA, mais aussi des gens d'agro-paritech et des agrocampus de différents endroits en France. Un groupe de chercheurs, à 40, on a travaillé sur l'évaluation en disant à Le Foll qu'on ne peut pas produire autrement, comme il le prétendait, sans évaluer autrement. Je dis ça, c'est parce qu'une grande partie de ce que tu as dit sur la crédibilité de la science, en fait, repose réciproquement d'ailleurs sur l'évaluation, sur ce qu'on appelle l'évaluation. Et donc, je ne sais pas d'où tient ce mystère que l'agriculture échapperait à toute évaluation. Alors, est-ce que c'est essentiellement politique? Est-ce que c'est parce que la science est située du côté des riches et du côté de certains plus que d'autres? Est-ce que pour tout un tas de raisons? Ou alors est-ce que c'est parce que c'est une boîte noire et comme en informatique, les boîtes noires, personne ne sait comment ça marche. Il y a des trucs qui rentrent dedans par un bord, qui ressortent de l'autre par l'autre et par l'autre côté et qu'on ne sait pas comment ça s'est passé entre les deux. Il y a un truc qui m'échappe et un jour, si tu peux venir nous donner un coup de main à résoudre cette question-là, ben, tu seras bienvenu. Ouais, 3 questions, ça sent.
La première et la dernière se recoupent pour moi. C'est vraiment la question de l'expertise, en fait, la question qu'est-ce qu'on appelle une expertise et la question de l'évaluation, en fait, sont très liées. C'est qu'est-ce qu'on évalue, quels sont les critères d'évaluation, selon pour quelle finalité. Et je crois que là, moi je prends l'exemple par exemple de médecine, puisque c'était la première question de cette soirée, conventionnelle, alternative. C'est deux façons d'évaluer différentes. La première, basée sur la preuve, l'evidence-based medicine. La deuxième, sur l'effet. Il faut que ça marche. Il y a une démarche qui est une démarche de justification par la preuve et une démarche qui est pragmatique. À partir du moment où ça marche, même si je ne sais pas l'expliquer, je ne peux pas, si vous voulez, défaire le fil de la pelote jusqu'à arriver au cœur démonstratif en disant ah oui, c'est pour ça que ça marche. Voilà, je ne peux pas le faire, mais pourtant ça marche. Ça a des effets. Et si vous voulez, la question de la valeur épistémique, de l'effet, elle est importante. C'est pas rien de dire que telle connaissance, ou tel processus, telle technique a un effet positif. Parce que vous constatez que c'est positif. Alors, voilà. Donc, c'est la question comment on évalue finalement. Dans le cas de la maladie de Huntington, par exemple, le collectif Ding Dang Dong, qui est un collectif de personnes concernées par la maladie de Huntington, est très basé sur ce mode cognitif-là, sur ce rapport à l'effet. Pour eux, ce qui est important, c'est pas de créer des savoirs robustes, c'est de créer des savoirs pertinents. Et la différence entre la robustesse et la pertinence vient du processus de justification. L'un est justifié par la preuve, l'autre est justifié par l'effet. Est-ce qu'on met une hiérarchie entre les deux? Peut-être que c'est un mélange des deux qu'il faut, mais dans ce cas-là, il faudrait pouvoir se parler, avoir une évaluation plurielle, à la fois par la preuve et par l'effet. Ça revient un peu à ce que tu disais aussi, c'est que aujourd'hui, les évaluations, alors c'est différent l'évaluation des politiques publiques, hein. Mais je crois que ce qui manque, c'est une évaluation par l'effet, une obligation de résultat, plutôt que simplement une évaluation des moyens, une obligation de moyens. Voilà, donc c'est un peu le même. Je crois que c'est un peu le même chaîne de pensée, c'est-à-dire que l'évaluation, elle doit devenir elle-même plurielle, et on doit prendre en compte toutes les façons d'évaluer. Le collectif Ding Dang Dong, donc revendique la création de savoirs pertinents, notamment des savoirs diagnostiques. Alors c'est quoi, par exemple, pour vous, un savoir diagnostique pertinent? Dans le cadre de l'evidence-based medicine, de la justification par la preuve, on sait ce que c'est un savoir robuste, diagnostique. Un savoir qui a été créé selon certaines procédures dont on peut être sûr que si elles sont respectées, on obtiendra un résultat robuste, ici le diagnostic de la maladie. Voilà. C'est un peu le cas aussi pour la maladie d'Alzheimer, bien que ce soit une maladie multifactorielle et que la prédominance génétique ne soit pas complète, et donc il y a des facteurs qui sont d'autres facteurs, mais on arrive quand même à avoir un diagnostic. Si on évalue ce savoir diagnostique simplement par la preuve, on va en conclure que c'est un savoir robuste, plus ou moins robuste. Mais est-ce que ça sera un savoir pertinent? Pour que ça devienne un savoir pertinent, c'est-à-dire un savoir qui est un effet positif pour les personnes qui sont concernées par ce savoir. Utile. Est-ce que ça va les permettre de mieux vivre? Pour dire des termes plus simples. Est-ce que le savoir diagnostique va leur permettre de vivre une vie meilleure? Si on est dans le registre de l'évaluation par la preuve, pas vraiment. Beaucoup d'études ont été faites. Savoir que vous allez avoir la maladie de Huntington dans 10 ans, parce que vous pouvez le faire, vous savez, c'est comme c'est héréditaire, si un de vos parents l'a eu, faut faire très jeune le test, mais par contre ça va se déclencher à 30-40 ans. Donc savoir que vous allez avoir une maladie incurable, assez dérangeante. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette maladie ici, mais assez dérangeante, de par ses symptômes, dans 10, 20 ans, c'est pas vraiment émancipateur. C'est plutôt destructeur que émancipateur. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous expliquer
La maladie de Huntington, c'est une maladie à la fois comportementale, donc vous avez finalement une désarticulation comportementale des membres, ce qu'on appelle ça la chorée de Huntington. C'est la chorée en tant que chorégraphie, c'est-à-dire que le symptôme principal, c'est que vous vous mettez à faire des gestes qui sont complètement incohérents, désarticulés, à tout moment, Et il y a une dégénérescence aussi neuronale, donc perte des capacités d'élocution, perte des capacités de mémoire, etc. etc. C'est une maladie qui est assez handicapante, hein. Voilà, pour tout dire, et dont vous n'en sortez pas, quoi. C'est une maladie incurable. Mais pour autant, quelqu'un à qui on dit vous avez la maladie de Huntington, ce savoir diagnostic-là, il peut en faire quelque chose. Mais faut-il encore que l'évaluation qu'on en fait ne soit pas simplement basée sur la robustesse de la preuve, mais sur la pertinence de l'effet. Et pour ça, il va falloir autre chose que le médecin qui annonce que cette personne va avoir la maladie de Huntington. Il va falloir accompagner cette annonce avec des soignants, des psychologues, avec des ergothérapeutes, avec un entourage qui est préparé, et surtout laisser la possibilité à la personne concernée, c'est très important, de développer ses propres critères d'évaluation de la pertinence de ce savoir. Parce que l'existence malade, elle est tout le temps singulière. Et le diagnostic, bien que robuste scientifiquement, ne peut pas décider de l'existence malade de la personne. Cette existence malade sera singulière, quoi qu'on en veuille. Et donc ici, c'est quoi un savoir diagnostic pertinent si on l'évalue? C'est un savoir diagnostic qui ne va pas prédéterminer l'existence malade de la personne. Et donc il va s'interdire de généraliser un diagnostic génétique à une existence malade. Alors, je sais pas, ça paraît peut-être abstrait, mais en fait ça concerne vraiment c'est vraiment très, très concret. Donc je crois que la question de l'évaluation, elle a ces deux entrées. Et je crois que c'est pareil pour les politiques publiques à l'école. Si on évalue la pertinence des politiques publiques, alors là, il y a du boulot, et je pense qu'on va en revenir. Des politiques d'aménagement du territoire, des politiques foncières, des politiques d'installation, des politiques d'aide, des politiques de crédit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pertinence dans ces politiques-là. Parce que si la pertinence, on l'évalue au nombre de paysans qui se suicident, elle n'est pas bien grande. Si on l'évalue au nombre de jeunes qui veulent s'installer, qui ne peuvent pas s'installer, elle n'est pas bien grande. Si on l'évalue au nombre d'hectares artificialisés chaque année, elle n'est pas bien grande. Si on l'évalue à la pollution des sols et des eaux, elle n'est pas bien grande, etc., etc. Donc je crois que... Il y a la prévalence du diabète dans les classes populaires. Voilà. Et des maladies alimentaires. La malnutrition, pas oublier cet aspect-là, et la malnutrition, enfin tous les problèmes de santé que ça pose. Voilà, là ça serait une évaluation de la pertinence de savoirs qui sont issus de la science en partie et des politiques publiques en une autre partie. Mais voilà, donc ça revient à votre question, je suis entièrement d'accord. L'expertise, c'est ça aujourd'hui. L'expertise sur les OGM n'aurait jamais dû être une expertise exclusivement basée sur la preuve de la nocivité toxicologique ou de la nocivité environnementale d'un OGM. L'OGM, c'est la probabilité du vivant, c'est le développement agricole, c'est des enjeux culturels, économiques, etc. Donc c'est dire quel effet ça va avoir, quelle est sa pertinence au-delà de la preuve de sa non-toxicité. Moi, j'aurais été malheureux qu'on arrive à prouver scientifiquement la non-toxicité des OGM d'un point de vue de la santé, d'un point de vue environnemental, parce que j'en veux pas quand même, pour plein d'autres raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, selon comment on évalue, on n'obtient pas les mêmes résultats. Donc, tout le débat sur Serralini et le débat Serralini contre le reste du monde, presque, scientifique, c'est un faux semblant parce qu'il est basé sur un truc très restreint, sur une toute petite partie de la question, et sur une façon d'évaluer qui est un piège, qui est importante, cette façon-là, mais pas suffisante. Voilà. J'ai pas réussi. Et il y avait quand même, votre remarque, très juste témoignage. Moi, je travaille principalement avec des soignants, donc toutes ces questions-là m'habitent presque tous les jours. Donc, effectivement, j'allais dire, les soignants ont bien pris conscience du problème et mettent en place un certain nombre de choses dans les équipes pour accompagner cette mutation presque anthropologique de notre rapport au savoir et à la science.
Parce qu'effectivement, ils sont face à des patients pour qui on ne peut plus dire simplement « tenez, prenez ça et ça va aller mieux ». Non. Donc, effectivement, bon, le consentement libre et éclairé, l'éducation thérapeutique, le développement des démarches non médicamenteuses accompagnées, etc., tout ça, ça va vraiment dans le bon sens. Voilà. Je ne peux pas vraiment... D'autant qu'on a une journée, une soirée qui est prévue là-dessus, sur la maladie et la sécurité. Que pensez-vous de l'enseignement de la science ou des sciences plutôt à l'école, actuellement? C'est une très bonne question qui va permettre de répondre aux questions qui ont été posées avant l'exposé sur qu'est-ce que la vérité, ou y a-t-il une vérité, et qu'est-ce que la science sans conscience, avec le bruit de l'âme. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, parce que j'ai fait des études de sciences et de philosophie. Dans les deux cursus de formation que j'ai eus en parallèle, j'ai vu les mêmes problèmes. En philosophie, on ne m'apprenait pas à faire de la philosophie, on m'enseignait l'histoire de la philosophie. En sciences, on ne m'apprenait pas à développer un esprit critique, une démarche qui permette d'interroger le réel, de vérifier des hypothèses. On m'apprenait des théories stabilisées, des paradigmes, selon des registres très segmentés, disciplinaires. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'avec le transfert des connaissances qu'il faut faire, pour faire de la philosophie, il faut connaître un peu l'histoire de la philosophie. Pour faire de la science, il faut avoir des bases scientifiques. On est d'accord là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Je suis assez d'accord avec ce que disait Gaston Berger là-dessus, qui a été un philosophe qui a été à l'origine de la création des instituts nationaux de sciences appliquées, des INSA en France, dans lesquels j'ai travaillé, qui disait que, bon, lui c'était dans le cas des ingénieurs, mais c'est le cas pour les scientifiques, bon scientifique, un bon ingénieur, il doit avoir 50% d'humanité, 50% des savoirs utiles pour faire son métier de scientifique. Utile, bon, il y avait plein de guillemets. Et il y a quelques formations en France qui font ça aujourd'hui, notamment l'Université technologique de Compiègne, où il y a certaines formations où vous avez un tiers d'humanité, un tiers de science, un tiers de conception-gestion. Alors, moi je pense que on enseigne bien la science si elle est accompagnée d'un recul historique, d'un recul sociologique, d'un recul épistémologique. En tout cas, moi c'est comme ça que j'apprends beaucoup mieux des théories, beaucoup mieux des disciplines scientifiques, que si c'est recontextualisé, que ça tombe pas comme ça, en étant émerveillé à chaque nouvelle découverte, mais en fait il y a un continuum. Et je crois que le gros problème des scientifiques aujourd'hui, quand je parle avec eux, c'est qu'ils ne sont plus capables de faire ce qu'on appelle classiquement l'état de l'art. L'état de l'art, c'est quoi? Tous les grands savants du 19e siècle et avant, quand ils écrivaient un livre, il y avait un premier chapitre, qu'on pourrait appeler l'état de l'art, mais qui situait leurs propos dans une histoire, dans un contexte sociologique, dans un contexte épistémologique, pour se situer, se positionner. Ce que je fais là, je le fais en fonction de ce qui existe déjà, et si je le fais, c'est que j'ai une raison de le faire, je vais proposer quelque chose d'alternatif, d'original, etc. Avec l'avalanche de publications aujourd'hui, et pour l'enseignement c'est pareil, l'avalanche d'informations, l'avalanche de découvertes, nous ne sommes plus capables de s'inscrire dans une histoire, dans un continuum, dans un contexte, dans un paysage. Les seuls qui vont être capables de le faire demain, c'est les algorithmes, et ils le font déjà, qui vont aller vous piocher dans PubMed, plus de 50 000 publications nouvelles par jour, je crois, si je ne me trompe pas, mais c'est quelque chose d'énorme. Vous piochez des mots-clés, selon votre discipline, pour vous sortir un état de l'art algorithmisé. Mais pas du tout le recul que vous pourrez prendre sur la discipline, sur son histoire, sur son contexte sociopolitique. Donc je crois qu'il y a vraiment une nécessité pour les jeunes, comme pour les scientifiques en exercice, de redévelopper une culture scientifique et technique. Comment
c'est un vieux terme ça, culture scientifique et technique, mais c'est-à-dire de comprendre que la science, elle est inscrite dans un contexte et dans une histoire. Donc voilà, si j'avais peut-être à faire un commentaire là-dessus, c'est de dire qu'il n'y en a pas assez, il n'y en a pas suffisamment. Le rapport, le cours sur l'enseignement de la philosophie des sciences, collège ou lycée et les études supérieures, qui, je crois, date de 98, et peut-être que c'est une erreur, mais des années 90, était superbe dans le sens, peut-être mieux que... non, je ne dis pas de mal à personne. Sans rapport était bien, mais il n'a pas été suivi d'effet, parce qu'effectivement, il préconisait l'enseignement pour toutes les filières scientifiques et techniques de la philosophie des sciences, ce qui aurait été intéressant. Alors aujourd'hui, ça revient par l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Hein, on allait un peu trop loin dans la scientifisation des études scientifiques, et on revient par l'éthique de la recherche. Alors, moi, je me sers du coup de ça pour réintroduire la philosophie des sciences, l'épistémologie, la sociologie. C'est un moyen. Une question. Un commentaire, pas de problème. En deux mots, hein, juste pour souligner, en école d'ingé agronome justement, il y a vraiment un effort actuellement qui est fait sur l'histoire de l'agronomie, philosophie c'est un grand mot, mais en tout cas sociaux, etc. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont en train de se faire dans ce sens. Il y a vraiment une diversité de savoir dans ces écoles. Je suis sûr qu'on verra les effets dans la façon de créer des programmes de recherche. Parce que... Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Bon. Je suis assez... j'ai un positionnement assez... parce que bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent cité. Ambigu avec cette citation. Parce que, bon, je la comprends comme ça, si on la prend, effectivement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est ce que j'ai dit précédemment. C'est que la science doit s'accompagner d'une culture des humanités, d'une culture tout simplement, pour éviter de la naturaliser ou de la considérer comme neutre, extrasociale, etc. Et en même temps, dire ça voudrait dire que la science elle-même, ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas une conscience. Et ça voudrait dire que la science n'a pas de conscience a priori. Or, je crois que, précisément, il y a une pensée science. La science a une conscience, qu'on le veuille ou non. Et c'est plutôt la nature de cette conscience qui va poser problème. Mais on ne peut pas dire que les scientifiques ne pensent pas. Ce que je veux dire, c'est que même faire une science positiviste, c'est une forme de conscience. C'est avoir une conscience de notre rapport au monde. Si vous voulez, le rapport entre les phénomènes et le réel, l'épistémologie et l'ontologie. C'est une pensée, c'est une conscience très forte du monde, de notre rapport au réel. Donc, science sans conscience, ça n'existe pas. La question, c'est plutôt quelle conscience pour la science. Voilà. Oui, pour rebondir là-dessus, justement, je me demandais si la science ne précède pas la conscience. Je pense à la génétique, à la robotique. La science avance et on ne sait pas vraiment exactement où elle va. On en prend conscience petit à petit. Mais je me demande si ça ne précède pas la conscience. Ça pose problème au bout d'un moment. La philosophe Isabelle Stenger, c'est une belle image pour ça. Elle dit que la science est devenue somnambule. Effectivement, elle dort et elle avance sans vraiment savoir où elle va. C'est une sorte de zombie dans son aveuglement au processus historique en amont et aux conséquences en aval. Je suis assez d'accord avec ça, même si je ne généraliserai pas. Mais il y a une sorte de somnambulisme dans la science. Ça vient aussi à l'absence d'évaluation de la pertinence, et plutôt de l'évaluation de la robustesse, simplement. C'est dû aussi à cet emballement de la publication, où finalement on ne retrouve plus de sens et la pertinence. Donc effectivement on avance, mais on ne sait plus véritablement pourquoi et vers où. Donc moi je suis assez partisan pour peut-être que la conscience de la science soit quelque chose dont on pense et on partage très en amont,
je participe à un mouvement qui s'appelle Slow Science. Slow Science, c'est issu du mouvement Slow Food. Slow Food, c'est un mouvement qui s'est créé à la fin des années 80, en Italie, en 89 exactement, par quelqu'un qui s'appelle Carlo Petrini. Slow Food, c'était pas du tout manger lentement ou revendiquer une alimentation lente. Slow Food, c'était manger bien, juste et sain. C'était redevenir attentif à ce que l'on mange. Et le slow était là comme un mot symbole, un mot obus, un mot qui devait alerter pour dire parce qu'on va trop vite, on n'est plus attentif. Voilà. Non pas pour dire qu'il faut ralentir, c'est faut redevenir attentif à ce que l'on fait, et un des moyens peut-être d'aller moins vite. Ça veut dire ça, slow, c'est pas confondre, parce qu'il y en a plein qui critiquent les mouvements slow food, slow science, ils veulent tous ralentir, etc. Non, il faut c'est redevenir attentif. Et slow science, c'est quoi? Donc, un article qui va bientôt être publié là-dessus, où je dis que slow science, c'est précisément une science qui va redevenir attentive à ce qu'elle fait, tout simplement. Au savoir qu'elle crée, d'où ils viennent, et pourquoi ils sont créés, avec qui, selon quelle valeur, pour quelle finalité. Et ça nécessite, et c'est une conséquence de ralentir. Parce que publier des milliers d'articles chaque jour qui sont lus par une ou zéro personne, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, voilà, j'allais dire qu'une des voies, c'est de faire la promotion de la slow science. C'est ce que j'essaie de faire à mon échelle, mais c'est pas facile, hein, parce que quand on dit ça, qui va aussi, la slow science, allez, je continue, avec une McDonaldisation des styles de vie académiques. Je suis effaré. La slow science, la fast science, la science productiviste actuelle, elle est accompagnée d'une McDonaldisation des styles de vie académiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous n'avez pas fait 4 colloques internationaux par an, fait 4000 kilomètres en avion, participé à je ne sais pas combien de séminaires, publié je ne sais pas combien d'articles, ça ne va pas, quoi. Donc c'est vraiment c'est la fast-food de la science. Il y a une boulimie, une croissance quantitative folle, et moi j'arrête de participer, je préfère largement venir à la liberté de l'esprit que participer à des colloques internationaux, parce que j'y suis tout le temps déçu. C'est vraiment grotesque, c'est des millions qui sont dépensés. Je ne dis pas le prix d'un colloque international, parce que ça coûte faire venir les intervenants en avion, pour qu'ils parlent chacun 20 minutes sans débat la plupart du temps, simplement pour avoir tous les agréments qui sont aux alentours. C'est à l'hôtel, machin, vous avez des repas, ils font la fête, et c'est n'importe quoi. Donc je pense que ça, il faut arrêter, il faut que la science elle redevienne un peu plus humble et simple. Et il faut démcdonaldiser le style de vie académique. Ça fera un peu d'argent libéré pour les infirmières, les soignantes, et puis certains projets de recherche qui ne sont pas financés aujourd'hui. Vous n'avez pas évoqué le financement des recherches scientifiques et les évolutions sur ce plan qui sont, disons, un peu désespérantes. Désespérantes dans quel sens pour vous? Dans le sens au niveau international, manifestement, d'une privatisation du financement de toutes les recherches, de plus en plus évidente. Et on peut se demander si ce n'est pas une tendance qui va se généraliser. J'aimerais avoir votre façon de voir ce sujet. Ouais. C'est une question qui est vraiment difficile et qui dépasse mes compétences, parce que vraiment, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des politiques scientifiques en général et des modes de financement. Je peux dire des choses qui sont à peu près équivalentes à ce que chacun d'entre nous pourrait dire ici. À cela près que en fait, j'ai peut-être des informations effectivement qui peuvent simplement conforter ce que vous dites, c'est que par exemple le laboratoire de Google X, un budget de la recherche qui est, si je ne me trompe pas, quasiment équivalent au budget de la recherche publique française, en tout cas dans son potentiel. C'est-à-dire que Google pourrait très bien mettre sur la table l'équivalent du budget de la recherche publique française. Bon, c'est filmé, il faudra vérifier les facts. Mais en tout cas, c'est des montants colossaux. Que, effectivement, il y a une concurrence du secteur privé
de la recherche privée par des grandes multinationales sur notamment le domaine de la santé, le domaine du numérique, le domaine de l'intelligence artificielle, le domaine de la robotisation. La question, elle est de savoir si la recherche publique doit suivre ça et essayer d'être compétitif. C'est une tendance. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan de la recherche publique qui se dit, puisque c'est comme ça, il ne faut surtout pas qu'on soit à la traîne, il faut qu'on reste compétitif, et donc on va, nous aussi, partir dans cette espèce d'engrenage. Je crois que ça, c'est pas la bonne voie. Il faut précisément que la recherche publique garde son autonomie par rapport à ses orientations qui sont principalement orientées sur le profit, pour qu'elles soient orientées, pour que les finalités de la recherche publique restent celles du bien commun. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est comment ces finalités de la recherche, ces orientations de la recherche sont décidées? Est-ce qu'elles le sont démocratiquement? Selon quels critères? C'est la même chose que l'évaluation. C'est comment on décide aujourd'hui l'utilisation de nos impôts, parce que c'est ça. Voilà. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un effort assez important de démocratisation de la réflexion, des décisions sur les orientations de la recherche, aujourd'hui. Un institut comme l'INRA, effectivement, aujourd'hui a une politique assez ambitieuse, qui va plutôt dans le bon sens. C'est de l'affichage. Après, ça se décline dans des programmes de recherche, et ce qu'il faudrait, c'est dans ce niveau de détail-là, dans ces programmes de recherche qui sont décidés aujourd'hui en autonomie au sein de ces unités de recherche, selon une feuille de route générale d'un institut, mais qui est assez générale. Et je crois que cette autonomie dans la décision sur les orientations de recherche, aujourd'hui, n'est plus possible. On devrait avoir des instances de concertation et de co-construction des orientations de la recherche, parce que c'est des... Moi, j'ai visité récemment les installations d'un des plus gros UMR de l'INRA sur l'agroécologie en France, qui est situé à Dijon. C'est énorme. C'est-à-dire, si on mettait ça au service de notre modèle agricole, disons un modèle qui soutient la transition sociale et écologique de l'agriculture, je peux vous dire que ça serait... il y aurait des effets assez... Parce que c'est des installations. On n'a pas à jouir du service public, à rougir de... Jouir peut-être un peu. J'y étais presque dans le laboratoire quand j'ai vu les installations par rapport aux moyens que nous on a, mais... En philosophie, je parle, tout petit moyen. Non, on n'a pas à rougir effectivement de nos installations, mais simplement ils sont mis au service de quoi aujourd'hui? De quelle finalité? De la course à la publication, de la course au brevet, pour essayer d'être compétitif vis-à-vis de ces grands groupes, ou aux finalités d'un usage, d'une pertinence qui serait co-décidée avec les acteurs de la société civile. Aujourd'hui, on va vers ça. On va aller vers ça, de plus en plus. Mais c'est pas encore le cas. Mais la force de frappe de la recherche publique française est encore très forte. Et si on la réorienter, non plus vers l'idéologie de la croissance, le productivisme, mais vers des usages qui sont plus soutenables d'un point de vue écologique, d'un point de vue social et d'un point de vue économique, il y aurait des effets assez rapides. Je commence à parler là-dessus si je veux arrêter. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut applaudir Léo Coutelet. Merci encore.